Bon, eh bien, salut à tous. Alors, on va commencer un petit live, donc on va faire ça en deux parties. La première, eh bien, je vais faire une petite analyse du marché rapide. Je ne sais pas si je vais durer 1 heure dessus. Et après, on va faire un petit peu de mindset, voilà, parce que je voulais travailler le domaine du mindset. C'est un truc que j'ai déjà fait dans le Discord Pro, mais on va recommencer. Bon. Alors, pour commencer, moi, ce que je vois sur BTC, voilà. Il y a un truc que je vois, c'est la EMA 666 en daily. Alors regardez ce qu'il nous a fait là. Premier jour on dépasse, deuxième jour on tape pile poil dessus, c'est le début de la fin. Et là on vient d'avoir quoi? Premier jour on dépasse, bon là c'est arrivé 4 jours plus tard, et là regardez la précision du truc. Voilà, c'est au millimètre près, c'est-à-dire que je sais même pas s'il y a un d'écart en fait. On est vraiment dessus quoi. Zoomer, hein. Donc là, on parle quand même d'une précision extrême. Je pense pas qu'on puisse parler de hasard. Bon, il y a même pas un d'écart. Même pas $1. Donc le fait qu'on soit rejeté là, moi ça me rassure pas trop. On va pas se mentir. Là, ça me donne vraiment envie de changer mes positions. Moi, ce qui va se passer, c'est que là, je vais quand même attendre. Et si on casse ce niveau, je pense que je vais vendre quasiment tous mes swings et je repasse à break-even sur toutes mes positions futures. Peut-être pas sur le Solana, mais sur quasiment tous mes coins, là, je me dis, bon, là, on va passer en mode protection du capital parce que, bah, tout simplement, on vient de taper. Eh bien, pour moi, c'est une des zones pivot les plus importantes, hein. Voilà, on parle pas de n'importe quoi, on parle de l'AMA du hasard, mais c'est aussi celle ici, voilà, qui nous a donné. Là, on voit, ça a quasiment touché, mais ça n'a pas touché. Là, ça a quasiment touché. Et là, quand on l'a traversé, c'était la fin du bull run, hein. Littéralement, c'est à partir de ici que la tendance, elle s'est inversée. Voilà. Et du coup, bah, vu la précision de cette affaire, et ça marche. Cette EMA, elle marche sur tous les marchés. Alors, bon, regardez, c'est pas sur toutes les mêmes unités de temps, mais sur l'euro-dollar, par exemple, on l'a eu. Bon, il est un petit peu chargé mon graphe, mais regardez, là, on l'a eu en 3D. Ici, c'est pile le haut. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment partout et sur tous les marchés. Donc là, j'en arrive à donner de la prudence. Voilà. Pourquoi? Parce que bah là, on a l'air d'avoir un espèce de range d'ailleurs, hein, voilà, qui est assez grand, qui, si on le prend de jusqu'en haut, puisqu'avant on avait le range plus bas là, mais là on a aussi un énorme range là. Ça ressemble à une belle déviation haute. Et là d'ailleurs, on vient de retaper pile poil le haut. Donc c'est à la fois pile poil le haut du range ici, si on prend ça comme une déviation. Et en plus, ça c'est ma borne haute qui est assez importante. Voilà, ma borne haute daily sur mon mapping. Mais en plus, voilà, sur la fameuse EMA, plus on a aussi la EMA 200 daily, etc. Voilà, c'est quand même EMA 200 daily, c'est quand même pas rien non plus. Je suis pas que un trader d'EMA, mais là, c'est quand même, ça me fait quand même beaucoup. Donc pour moi, le plan est simple, c'est que tant qu'on est en dessous de ce sommet, on est extrêmement baissier. Voilà. Et si jamais on repasse au-dessus et qu'on fait un petit range, bon là, je changerai très vite de biais. Mais c'est-à-dire que là, le risk-reward pour être short est quand même énorme, puisque en réalité, peu importe où on se place, le SL, en fait, on peut presque le mettre juste ici, en fait. Normalement, on n'est pas censé aller le rechercher. Et là, on peut avoir un short qui nous mène, j'en sais rien, jusqu'à où, hein, peut-être. Moi, j'ai les 22 000 en tête. Donc, si on prend par exemple un short ici, on a un risk-reward de 10. Et si on arrive à l'avoir un petit peu plus haut, je sais pas, par exemple, voilà, là, on double. Voilà, là, on est quasiment à 16. Je pense pas qu'on la redépassera à la hausse. Et c'est pour ça que là, je vais commencer à vraiment, vraiment réfléchir à changer de biais de position. Pourquoi? Parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer sur le deuxième retest. Et le fait de s'arrêter pile poil dessus, bah pour moi là, c'est vraiment red flag. Voilà. Là, c'est extrêmement dangereux. Et donc, moi de mon côté, j'appelle à la prudence. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on a ce signal là, hein. Regardez, on l'a eu une fois. Et on l'a, les deux fois qu'on l'a eu, c'était la dernière fois c'était en juillet. Et la dernière fois qu'on a eu un contact avec elle, c'était en mai. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un signal qui est quand même extrêmement rare, hein. On l'a eu du coup en 3 ans, si on part d'ici jusque là. En 1200 jours, ça fait à peu près 4 ans, voilà.
peu près. En 4 ans, elle a tapé, si on compte ça, 5 fois. Voilà. Et à chaque fois, c'était un niveau qui était important. Bon, là, c'était vraiment des petits rejets, mais les 3 vraiment niveaux, c'était là, là et là. Donc, moi, le plan, vraiment, il est très simple. C'est soit on repasse pas au-dessus, et donc, du coup, c'est un méga short. Soit, éventuellement, on repasse au-dessus, et là, ça peut être le début d'un joli long qui, peut-être, pourrait nous mener jusque 34 ou à peu près les 40. Voilà. Mais mon biais principal, il reste extrêmement baissier. Voilà. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, pour moi, on est extrêmement baissier. Donc là, moi, c'est le moment où là, je vais aller sur Delta et je vais me prendre des put options. Voilà. Et je vais prendre des put options qui vont durer peut-être à peu près, voilà, peut-être 2-3 mois, je pense. Peut-être que j'en prendrai d'un petit peu plus court terme. Pourquoi des courts termes? Parce que je pense qu'une fois qu'on l'a tapé, on a des chances d'avoir une cassure vers la baisse qui peut être assez rapide. Mais si j'ai envie d'aller me protéger jusqu'au bout, je vais en prendre des 3 mois, je pense. Parce que le prix va mettre un certain temps à chuter. Oui. Tout comme on avait eu ici. Je sais pas si par exemple on est un cas à peu près similaire à celui-là, comme qu'on serait à peu près là. Pour descendre, bon, il a pris 35 jours, mais là, ça a été accéléré avec le Covid. Donc, si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que ça aurait mis plus de temps. Vous voyez, au lieu de descendre d'un coup, ce serait peut-être descendu jusqu'ici, donc peut-être en 3 mois, je sais pas. Donc voilà, ma théorie, c'est que je pense que c'est peut-être le début de la fin, et c'est pas tous les jours que je dis ça. Je suis pas toujours pessimiste sur le Bitcoin tous les jours. Mais ça me rassure pas du tout. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je vous invite vraiment à la plus grosse prudence. Ethereum est dans un cas un petit peu particulier parce que, en réalité, lui, il n'est pas tout à fait sur le même niveau que Bitcoin, etc. Mais moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est ETH-BTC. Et regardez, ETH-BTC est extrêmement baissier. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe de reprise. Donc, si jamais un jour, on a un signe de reprise, je serais très ravi de vouloir long l'Ethereum. Mais pour l'instant, regardez, Ethereum, le Bitcoin est quasiment remonté. Bon, il a fait, ici en 15 minutes, il est quasiment remonté jusqu'en haut, voilà. Pas tout à fait, mais presque, on va dire sous la conso, un petit peu en dessous. L'Ethereum n'est pas du tout revenu ici. Donc là, on voit que l'Ethereum est extrêmement baissier. Donc je vous invite aussi à la plus grosse prudence sur Ethereum. Voilà. Donc pour l'instant, on a des actifs qui sont pas très très beaux. Voilà. Après, il y a peut-être eu un monde où il y a un pullback ici et il se passe quelque chose. Mais voilà. Là, en plus, c'est ma zone long terme. Voilà, on a range dessus, on a cassé. Et là, on a cassé même ce creux. Bon, on est posé sous ces EMA court terme, mais elles ne valent pas grand chose à côté de la EMA long terme qu'on a tapé 5 fois. Voilà. En 3 ans, 4 ans. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Je pense que là, si jamais c'est le scénario baissier qui se met en place, je pense qu'on va voir juste peut-être un certain nombre de temps où il va pas se passer grand chose. Voilà. Et faut y être préparé si jamais c'est le cas. Voilà. Donc moi, dans les coins qui m'intéressent toujours possiblement sur le long terme en étant haussier, si le cas de haussier se passe, j'ai toujours XRP, mais au final, vous voyez, là, il a fait un espèce de double top. Et même celui-là est plus petit que celui-là. Donc, j'avais proposé le XRP dans la newsletter. Moi, je vais quand même commencer à être méfiant. Voilà. J'ai Solana. Solana, il est pas mal. Je m'attends peut-être à une troisième vague qui nous ramène à peu près ici. Mais le problème, c'est que si le Bitcoin commence déjà à corriger et qu'il ne range pas avant, ça va être compliqué. Voilà. Ça va être compliqué. Donc, moi, je l'ai acheté vraiment ici, dans cette zone, sur ma zone rouge, en fait. Et là, je pense que je vais prendre des petits profits au cas où pour sécuriser. Là, je vais vraiment rentrer en mode réduction des risques. Parce que ça, c'est le signal, en tout cas en daily, que j'attendais et que, en réalité, je voulais pas qu'il se passe pour le scénario haussier. Donc, à partir du moment où il s'est passé, je passe dans un scénario baissier. Voilà, c'est mon système m'amène à penser ça en fait. C'est pas que je passe du jour au lendemain, c'est que j'attendais vraiment ce signal, voir si ça allait se passer. Et pour moi, tant qu'on est sous ce niveau-là, on est baissier, voilà, tout simplement. Donc si on repasse au-dessus, là je redeviendrai haussier. Donc, je vais mettre une petite alerte. Si jamais on est amené à repasser au-dessus,
Et bien voilà. Donc là, moi, je vais plutôt prendre. Je pourrais prendre un short. En vrai, c'est que le short est intéressant aussi parce qu'en réalité, le risk-reward est très bon. Je pense que je vais prendre un peu de short, un peu de put. Un put court terme et un put moyen terme. Voilà. Le but, c'est vraiment de me protéger si jamais, bien, on revient chercher les 22, les 21. Bon, les 19, je ne pense pas, mais sait-on jamais. Je pense pas qu'on retourne au 19, franchement. Mais en tout cas, redescendre au 21, moi, ça me paraît quand même assez probable, hein. C'est le plan que j'ai depuis le début. Ça, c'est ce que j'appelle la zone d'achat optimale que j'ai noté là depuis très très longtemps. Voilà, achat optimal. Et ça, je l'ai tracé, ce graphe-là. On était ici, je crois, hein. Et là, je l'avais déjà tracé. Donc, je n'ai jamais changé de biais à ce niveau-là. Donc, voilà. Après, moi, je vous dis ça en tant que trader directionnel, hein. Voilà, je suis pas. Là, c'est vraiment un avis directionnel. C'est que je ne traite pas vraiment que la price action, etc. J'analyse avec en fonction de ce que moi je vois. Et c'est pour ça que, en tout cas, quand j'ai ce setup là, parce que je viens juste de le voir, hein, parce que j'ai pas trop regardé les graphes aujourd'hui. Là, je viens juste de le voir et je me dis bon, ça commence à être inquiétant pour être long, je pense. Voilà. Donc voilà. J'ai pas forcément grand chose de plus à dire là-dessus. Parmi les alts que je suis, par exemple, il y avait le Arbitrum, mais franchement, quand je vois le BTC, etc., je me dis, bon, prudence. Là, j'avais envie de prendre ce plan, mais voilà, je l'ai pas pris. J'attendais de voir ce qui allait se passer sur le plan Bitcoin, voir si ce que j'ai montré allait se passer. Donc, vu que ça s'est passé, bah, je vais juste penser à réduire mon risque et je vais attendre patiemment. Donc là, je m'attends plutôt à un espèce de range qui va durer un certain temps. Euh, je pense que pas mal d'alts qui sont entre guillemets intéressants arrivent potentiellement pas très loin de leur bottom. Par leur bottom, je veux dire qu'à un moment, il y aura plus trop de vendeurs. Donc s'il y a plus trop de vendeurs, le prix va juste stagner, il va pas se passer grand-chose. C'est une possibilité, mais c'est aussi une possibilité, voilà, que tout simplement on continue à chuter pour aller plus bas et pourquoi pas accumuler pour refaire un bull run. Voilà. Le Arbitrum, je pense qu'un jour où il aura son bull run, voilà. Je vois pas comment est-ce que ce coin n'aura pas son bull run un jour, mais imaginez, il descend, je sais pas, jusque là, il peut encore perdre 60% avant de le faire. Bon, voilà. Ça n'empêche pas qu'un jour, il va probablement remonter dans ces eaux-là. Mais peut-être pas tout de suite, quoi. De toute façon, là, il n'y a pas vraiment d'argent frais qui arrive sur les marchés. Ça, faut pas l'oublier. On va le regarder tout de suite. On va aller sur ça, là. Je voulais montrer le total. Total market cap. Donc, on va déjà regarder celui-là. Hors daily. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'ajout de capitaux. C'est-à-dire qu'on a quasiment le même graphe. Ça, il se passe rien. Donc là, on a l'impression de voir le graphe du Bitcoin, donc ce qui est à peu près normal. Et pas d'ajout de capitaux. On va regarder Total 2. Donc tout sauf Bitcoin, on voit carrément que ça descend. Et là, on va mettre Total 3. Et là, on enlève Bitcoin et Ethereum. Et là, on voit que ça descend encore plus. Donc ceux qui misent sur les alts, là, ils ont raison d'être à peu près insueurs parce qu'on est quasiment au même niveau qu'au moment d'FTX. Enfin, on est un peu plus haut quand même, hein. On est 12% plus haut, mais 12%, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup que depuis le bottom. Alors que là, on est monté voilà, à 40%, ce qui est moins que la hausse du Bitcoin, je crois. Voilà, il a fait quasiment 90%. Et la majorité des alts, en réalité, ils ont plus perdu que monté pendant cette affaire. Donc, méfiance. Voilà. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de capitaux. Les alts, soit on les sélectionne extrêmement bien, soit il faut s'en méfier. Voilà. Moi, j'ai toujours la même théorie. C'est que je pense que la plupart des coins qui vont exploser au prochain cycle ne seront pas pour la grande majorité des coins qui ont déjà explosé. Voilà. Donc, méfiance à ce niveau-là. Voilà. Moi, j'ai quasiment balargué au marché quasiment tous mes alts qui m'intéressaient pas, les vieux sacs, etc. En fait, quand on était ici, voilà, je me suis pas posé de questions. J'ai vraiment tout balargué au marché. Hein. Vraiment, le but, c'était de me débarrasser de tous les alts que je ne voulais plus et repartir avec un cerveau neuf et deux, un portefeuille un peu plus allégé. Voilà. J'ai quelques alts qui sont prêts
Tout simplement pour un prochain run s'il y a. Donc dans ce cas-là, par exemple, j'ai Solana. Mais tout ce qui était du shitcoin ou du coin moyen, etc., j'ai tout lâché, quoi. J'ai gardé un petit peu de quelques genre des Dogecoin ou des trucs comme ça parce que je me dis que on n'a toujours pas vraiment eu des cycles avec des pumps sur des altcoins un peu exotiques. Mais je sais pas s'il aura lieu parce qu'on a eu le PEP, mais c'est tout ce qu'on a eu en fait. Et le PEP, il est arrivé à peu près par là, je crois. Je sais plus exactement quand c'était, mais voilà, c'est arrivé quand même à la TH le PEP. Donc à la TH de l'année, hein, je veux dire. Donc voilà. Est-ce qu'on a qui ont 2-3 questions sur ça, mais voilà, moi de mon côté, c'est le scénario baissier, voilà. Et ceux qui me connaissent savent que je suis pas baissier tous les jours. Donc, voilà. Je le connais brièvement, je suis pas non plus un expert, mais j'ai du AXL en spot, donc je le garde, je me pose pas trop de questions. C'est du spot, voilà, il est stacké sur Atom de mon côté. Je suis pas un expert en fondamentaux, mais il y a 2-3 personnes que je suis qui en parlent un petit peu, qui m'ont bien vendu le projet. Alors écoute, j'ai posé un billet dessus et puis on verra. Mais j'en ai. Et du coup, voilà, je me pose pas trop de questions sur le court ou moyen terme. Écoute, si le truc il fait moins 60%, moins 70%, bah c'est pas grave, je le garde, hein, voilà. C'est les cryptos, quoi. Donc c'est un sparring spot. Des fois, faut pas trop se poser la question. Moi, j'aime bien comparer avec ce graphe. C'est une de mes références pour les graphes que je voudrais chercher, quoi. Le one. D'ailleurs, j'en ai parlé à la conférence. Voilà. C'est-à-dire que voilà, là, on a perdu, même ici, là, on perd 80%. Voilà. Et depuis le top, on perd 95%, quoi. Mais bon, regardez derrière. Je veux dire, à un moment, voilà, que le coin il perd moins 95%, bon, c'est dommage parce que si vraiment vous achetez au bottom et que vous vendez là, bon, là, vous faites 21 000%, quoi. Bon. Mais admettons, vous l'avez acheté même ici, à l'ATH, bon, vous faites 10 fois moins, vous faites 2600%, mais vous faites quand même fois 26, quoi. Voilà. Donc, voilà, la probabilité de l'acheter à l'ATH est quand même assez faible, d'autant que j'imagine que la plupart des gens qui l'achètent à l'ATH, ils le revendent par là. Voilà, c'est souvent comme ça que fait le marché, hein, de toute façon. Et donc, si on part du principe, voilà, même qu'on l'a acheté, je sais pas, ici, ben, c'est pas grave. Voilà, on a quand même 3000% qui montent, etc. Donc, voilà, il faut, si on a une conviction dans un altcoin, il faut le garder. Voilà, il faut pas se dire, je vais le brader ou quoi, ou le vendre trop vite. Non, il faut tout simplement le garder. C'est comme ça que marche le marché spot, hein. C'est le but, c'est d'avoir un risque asymétrique en se disant, eh bien, si jamais mon coin il perd 100%, bah, je perds 100% de ma mise. Mais partir du principe que le coin il peut faire genre 2000%, même 500%, bah, en fait, on a un risk reward déjà de 5. Voilà. En partant du principe que le coin va à 0. Donc c'est quand même assez excellent. Mais il faut être prêt à le garder à moins 80%, même moins 95%. Voilà, c'est le pire des cas, moins 95%, mais c'est possible. Voilà. Donc n'oubliez pas cette possibilité, quoi. Moi d'ailleurs, c'est vraiment les coins que je vais chercher, hein. Moins 95%, un échouage de changement de structure, pullback sur les 0,7 en optimal, et puis après ça part, quoi. Il y a plein de coins comme ça. D'ailleurs, il y a le Akash, qui est un petit peu similaire, hein. C'est à peu près le même genre, hein, de coin. Alors, hop. Voilà. Vous voyez? Faut que j'enlève les dessins. Je sais pas s'il va faire exactement ça, hein, mais c'est un graphe un petit peu comme ça qu'on cherche, quoi. Moins 97%, quoi. Voilà. Et même je crois le RNDA, il a fait ça aussi, hein, regardez. RNDR, celui-là vous le connaissez peut-être un peu plus, moins 95%. Bon voilà, premier sommet, on ravale tout. Deuxième vague, troisième vague. Donc peut-être que notre Akash, voilà, moins 95%. Bon, première vague,
deuxième vague et peut-être troisième vague, mais j'imagine qu'on aura peut-être une que celle-là on compte pas cette première vague et peut-être qu'on prendra juste celle-là, je sais pas. Moi je prendrais que celle-là, donc première, deuxième et peut-être une troisième là. C'est difficile à dire, mais c'est ce genre de graphe qui m'intéresse et j'ai une liste comme ça avec pas mal de graphes qui ressemblent à ça. Voilà. Non, je suis pas baissier un jour sur deux, abuse pas, je suis max long tout le temps. Mais voilà, parfois ça m'arrive d'être baissier et là, si je devais donner un indice d'être baissier, je pense que je suis à 9 là, 9 sur 10. Voilà. C'est pas tous les jours que je suis à 9, hein. Ouais, 9 sur 10. Donc voilà, grande méfiance. Je pense qu'après le live, je vais clôturer beaucoup de mes positions. Parce qu'en fait, je n'ai pas vu le setup et j'ai pas eu le temps de le faire avant le live. Je viens de le voir en fait à l'instant que ça faisait ça. Donc peut-être que je me trompe, hein. Et vraiment, si on repasse au-dessus de ce sommet, là, je vais changer très vite de biais. C'est-à-dire que là, en fait, je prends pas non plus trop de risques. C'est-à-dire que je prends des risques de perdre 2%, quoi. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, je perds 2%, mais si ça se passe bien, j'ai quand même un risque reward qui est quand même énorme. Et si jamais à partir de ici, eh bien, on se met à partir vers les 22 000, bah écoutez, vous pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Voilà. Mais je peux me tromper, évidemment. Ce n'est que mon humble avis. Bah écoute, les creux que t'aimerais pas voir craquer, je pense que c'est eux et eux, mais moi vraiment, celui qui me fait vraiment plus peur, c'est celui-là en fait, parce que pour moi, celui-là, c'est le début de la fin. Si on casse ça, pour moi, c'est le début de la fin, vraiment. Après, il y a peut-être un monde où on a quelque chose comme ça. Là, on a notre range qui est là, hein. Donc je vais juste retracer le range. Je vais prendre un graphe 9, hein. Bon, je dis un graphe 9, mais il n'y a aucun de mes graphes qui est 9 en fait, c'est ça le problème. Bon, on va dire celui-là. Non, ouais, je vais reprendre celui-là, c'est pas grave. Donc là, on pourrait très bien du coup avoir notre range ici. Voilà, qui est là, en gros. Et on pourrait avoir, je sais pas, par exemple un pullback middle range comme ça, ensuite qu'on vienne chercher là, et là qu'on fasse un espèce de range comme ça ici. Voilà. Là, ça m'étonnerait pas qu'on ait ce genre de pattern, voilà, qu'on fasse un range là. À la fin, on finit par buter, je sais pas, sur le quart, et là on casse à la baisse pour aller beaucoup plus bas. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait tout simplement avoir un espèce de range ici sur la fin, avant de casser pour aller, pourquoi pas. Voilà, Amazon que j'attends, moi c'est les 22, les 21, voilà, je sais pas exactement où, voilà, comme ça. Et bien, avant d'avoir ça, on pourrait très bien avoir tout simplement un espèce de range sur Bitcoin qui nous amène à une espèce de alt season qui fait un petit peu péter les alts et qui nous permettent à ce moment-là qui nous permettent à ce moment-là d'avoir un pump sur les alts. Voilà. C'est une possibilité. Et quand en fait les alts ils se mettent à ne pas trop baisser pendant la baisse du Bitcoin, c'est-à-dire que les alts en même temps que là ça baisse, les alts ils vont stagner. Voilà, ils vont stagner, ils vont pas baisser. Et dès que le Bitcoin va faire la moindre jambe comme ça, l'alt il va, l'alt en fait je vais faire le même graphe avec l'alt au-dessus. L'alt en fait il va rester stagné comme ça et mince, comme ça. Voilà, l'alt, il va suivre le cours, hein. Je le fais comme si c'était au même niveau, mais l'alt, en fait, il va suivre ici. Donc là, il va stagner, ou descendre un tout petit peu comme ça. Et là, il va exploser jusqu'ici. Là, il va restagner comme ça. Il va descendre toujours un petit peu, mais il va restagner. Et là, il va réexploser jusqu'ici. Voilà. Et là, il va restagner, voilà. Et puis, il pourrait réexploser comme ça, en fait. Et c'est là qu'on va avoir les espèces de décorrélations apparaître, en fait. C'est-à-dire que quand le Bitcoin il va cracher, les alts vont pas bouger. Et dès que le Bitcoin va exploser un tout petit peu, l'alt va exploser 3 fois plus en fait. C'est comme ça qu'en fait on va avoir les changements de capitaux vers les alts, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut voir quand même pour avoir ce genre de structure arriver? On veut voir quand même ETH, BTC se consolider. Parce que voilà, c'est pas le cas de tous les alts. Tous ceux qui sont pas liés à Ethereum, comme je sais pas, par exemple Solana, XRP, etc. Par contre, voilà, tous ceux qui sont liés un peu à Ethereum, qui sont de l'écosystème Ethereum, etc. Forcément, eux, ils vont suivre Ethereum. Voilà, c'est comme ça. C'est que quand il y a de l'ajout de capitaux dans Ethereum, bah, souvent les alts qui sont corrélés à Ethereum, donc tout ce qui est lié à Ethereum, bah, ça commence à baisser en fait. Voilà.
Donc moi la target ce serait plutôt cette zone là. Je pense qu'on va quand même avoir encore une nouvelle vague baissière sur Ethereum. Et peut-être que quand on sera là, on pourra peut-être avoir une espèce de WAS se mettre en place. Alors, j'aime pas cet outil parce qu'il se tord. Voilà, ce genre de scénario qui se passe, j'en sais rien. Et puis après, peut-être même pas qu'on ira jusqu'à la borne haute, mais ouais, si, peut-être, je sais pas. Voilà, peut-être un truc comme ça. Et puis après, on continue, pourquoi pas, chuter pour aller plus bas, etc. Je n'en sais rien. Mais ce serait plus serein d'avoir une espèce de OAS opéré. Alors celui-là, ce serait un gros OAS parce que en réalité, là, on est en daily, mais en réalité, le WAS, il peut se faire sur une toute petite unité de temps. Hein. On voit que ça peut se faire rapidement, ça peut se faire en. Bon, c'est quand même 2 semaines, mais en 2 semaines, il peut se passer quelque chose. Voilà. Là, j'ai quand même montré un WAS qui durait voilà, 45 jours, mais en réalité, on peut avoir la même chose en 20, en fait. C'est possible. Voilà. Mais ça va être à suivre. Voilà. Donc, pour une fois, je suis assez baissier partout parce que même pour moi, Ethereum, voilà, son prochain niveau pivot, c'est ici. C'est mon graphe long terme. Hein. Sur ETH-BTC. Donc même sur ETH-BTC, je suis baissier. Je pense que la tendance, elle va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne au moins ce niveau. Et là, peut-être qu'elle va commencer à se stabiliser. On peut regarder aussi rapidement la Bitcoin dominance. Bah, on voit qu'en tout cas, voilà, Bitcoin dominance ici, elle a descendu, elle nous a fait un WAS ici, un Wasarati. Changement de structure qui est validé. Donc là, baissier. Là, on repasse haussier. Pullback sur le sommet ici. Donc là, on a un très joli WAS ici. Donc faites attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on repasse haussier pour que Bitcoin reprenne plus de force. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que généralement, quand le BTC 1, soit il doit pump, soit le marché du crypto en général doit dump complètement, eh bien, l'argent il part des alts pour aller vers le Bitcoin. Voilà. Donc tous les alts pourris, bah, les gens en fait ils les vendent pour acheter du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin c'est l'actif safe par excellence dans les cryptos. C'est-à-dire que quand on veut être exposé aux cryptos mais sans être dans un actif dégène auquel on ne sait pas si demain il existera encore, eh bien, on part dans le Bitcoin. Voilà. Si Bitcoin, c'est un des seuls qui est complètement décentralisé. Il n'a pas 40 ans. Le Bitcoin, en utilisant les cartes graphiques, les ASIC, etc., c'est le seul qui est complètement décentralisé. Voilà. Ethereum, il a des gros problèmes de décentralisation. Hein. Pour le moment, voilà, depuis qu'on est passé au proof of stake et qu'on n'utilise plus les cartes graphiques, alors certes, c'est bien parce que ça consomme 99% d'énergie en moins, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Par contre, faut quand même pas oublier que la fondation Ethereum, elle a, je sais plus combien de pourcentage des Ethereum, mais beaucoup trop quoi. Donc en fait, si la fondation Ethereum veut s'amuser à casser son propre marché, bah techniquement, elle pourrait faire des choses malveillantes. Voilà, c'est possible. Donc ça, faut le savoir. Je pense pas que ça arrivera, mais bon, voilà, on est à l'abri de rien. Le but des cryptos, c'est que ça ne soit pas possible, même si on veut en fait. Alors que là, bon, je veux pas dire qu'ils peuvent le faire, mais ils pourraient il pourra en être pas très très loin. Quoi. Je sais pas si quelqu'un dans le chat a le pourcentage qu'ils connaissent, mais voilà. Le pourcentage de Ethereum qu'ils ont, la fondation Ethereum, je crois on peut regarder sur Google, hein, mais. Alors, bon, je sais pas si c'est marqué. Bon, la fondation Ethereum est en possession de 0,3. Non, j'y crois pas. Je sais plus exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais en tout cas, je sais que voilà, il y a des gros acteurs et je parle de ceux qui ont créé Ethereum, je crois, qui ont un énorme market cap. À vérifier, hein. Je suis pas non plus expert dans tout ça. Mais ça va vraiment être quelque chose qui est à vérifier très, très prochainement. Et voilà. 16%, moi je crois que c'est plus que ça. Hein. Mais écoute, peut-être. Ah, c'est marqué sur CoinMarketCap? Parce que 16%, bon, ça va. Non, il y a peu de chances que ça se passe mal. Mais ok. Bon, peut-être.
Merci de l'info. Donc voilà, bah, je voulais revenir du coup sur... Ah, tu nous les as là. Le graphe, émission des jetons. Ah ouais, mais émission des jetons, est-ce qu'ils ont pas racheté entre temps ou quoi? Je sais pas. Ouais, 16%. Bon, 16% ça va. Mais il y a aussi un gros problème de centralisation, oui, j'avais oublié d'en parler. C'est tout ce qui est lié, eh bien, tout simplement aux nœuds Ethereum. Parce qu'en fait, les nœuds, ils se font via des serveurs. Et en général, la plupart des serveurs, en fait, ils sont posés sur Amazon. Parce que Amazon, Amazon Web Service, c'est quasiment, c'est un des seuls gros serveurs qui prend tout simplement les nœuds Ethereum. Et si jamais demain, eh bien, Amazon ne prend plus les Ethereum, ça risque d'être un sacré problème parce que ça coûte assez cher de faire un serveur dans son coin. Alors que si tu passes par un gros serveur, bah là c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique. Et la réalité, bah, c'est tout simplement que Amazon c'est les plus compétitifs et les moins chers, mais genre de loin. Et donc du coup, bah, on se retrouve dans un endroit où bah, c'est extrêmement centralisé à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je voulais repasser au deuxième sujet, qui était le mindset. Voilà. Et le mindset, bah, j'en ai déjà parlé dans le Discord Pro mardi, mais je voulais revenir un petit peu dessus. Et je pense que je referai un topic à fond dessus, qui sera un peu plus préparé en 15-20 minutes. Mais vous rappelez en tout cas que quoi qu'il se passe, vous êtes toujours responsable de votre trading. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si jamais il y a une erreur, faut toujours se dire que c'est de sa faute. Voilà. Toujours. Même si objectivement ça l'est pas forcément. Voilà, si jamais eh bien vous perdez votre trade parce que Elon Musk il a tweeté, j'en sais rien. Bon, même si ça se fait moins maintenant, bah faut toujours partir du principe que ok c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'ai bien anticipé ce risque-là? Est-ce que mon mode de management était adapté? C'est-à-dire que si jamais vous perdez sur un événement malencontreux qui va contre vous, eh bien, n'oubliez pas que ben, c'est à vous aussi de gérer votre risque, parce que bah, ça fait partie du trading. C'est-à-dire que le trading, c'est un peu un jeu hein, en soi. Donc si vous gérez mal eh bien, votre risque, eh bien, vous avez mal géré la partie. Voilà. Ça fait partie du risque, en fait, d'avoir ce genre de problème. Et si vous pensez que ça n'arrivera jamais, bah, c'est que vous refusez le jeu, en fait. Et si vous refusez le jeu, bah, généralement, ça va mal finir. Alors, c'est de principe. Euh... Attends, je sais pas pourquoi tu postes ça, Orange. Et donc, on en arrive au point où, si vous faites une erreur, vous devez assumer entièrement la responsabilité de cette erreur. Ah oui, c'est ton mindset, ok. Vous devez absolument assumer toutes vos erreurs. C'est-à-dire que même, imaginons, un ami vous trahit, eh bien, vous devez vous dire, bon, bah, j'ai peut-être mal choisi mes amis. Voilà. Et si vous ne faites pas cet effort intellectuel de eh bien d'accepter vos propres erreurs, vous ne pourrez pas évoluer en trading, tout simplement. Parce que il faut. Le trading, c'est un des jeux les plus compétitifs du monde. C'est-à-dire que là, vous êtes en face de gens qui rêvent de vous prendre toutes vos ressources, en fait. C'est un peu le but du trading. Le but du trading, c'est un peu une énorme pyramide qui marche avec des cycles, hein, voilà, mais en réalité, à la fin, le but c'est d'acheter en bas et de revendre en haut, hein, voilà. Et ceux qui achètent en bas, bah, leur but, voilà, c'est de vous revendre plus cher. Et que vous les achetez plus cher, et puis qu'après, en général, ça redescende, et pourquoi pas que vous les revendiez à bas prix discount, voilà. Enfin bon, peu importe exactement comment on voit le marché. Mais en tout cas, on est en combat contre des gens qui rêvent de vous prendre vos ressources. Et à l'ère de tout simplement bah, de l'humanité, hein, parce que c'est toute l'humanité et même toute la vie sur Terre. La vie sur Terre se bat. Tout, toute sa vie, tout le monde se bat pour des ressources. Quoi. Il suffit juste de regarder dans votre jardin et de prendre une loupe, aller regarder entre les brins d'herbe et vous allez voir des combats de fourmis. Quoi. Je veux dire, c'est
tout le monde se bat pour des ressources. Il y a personne dans le monde qui ne se bat pas pour des ressources. Voilà. Bon, à part éventuellement les chats qui viennent chercher les croquettes dans la gamelle, eux, ils ont vraiment rien à faire. Mais ceux qui ne sont pas voilà, dans un état comme ça, quasiment tout le monde se bat pour avoir des ressources. Voilà. Il y a quelques privilégiés dans le monde qui ont la chance voilà, d'être domestiqués ou que sais-je. Mais même eux, ils font un échange voilà, d'affection ou quoi contre des ressources. Quoi. Enfin, bon. Et tout le monde se bat à l'infini pour avoir des ressources. Et si vous n'acceptez pas, du coup, que la finance, c'est un combat pour des ressources, bah voilà, vous allez peut-être vous tromper. Quoi. Donc vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde. Donc vous pouvez faire de l'argent dedans, mais n'oubliez pas cet objectif principal. Quoi. Le but, c'est de prendre de l'argent au marché, et le marché ne vous fera aucun cadeau. Donc si vous n'avez pas un mindset de gagnant, et si vous n'êtes pas, du coup, élitiste avec vous-même, hein, c'est ce que j'ai utilisé comme mot mardi, vous n'y arriverez pas, parce que vous ne pouvez pas tout simplement rester dans un état d'esprit médiocre, à se dire que c'est de la faute des autres, c'est de la faute du marché. C'est toujours de votre faute en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, l'imprévu fait partie des situations qui peuvent arriver. Mais quoi qu'il se passe, bah, vous êtes toujours responsable de ce que vous faites. Voilà. Et la finance, c'est le meilleur moyen de diriger l'énergie, la ressource, la calorie. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste de la calorie. L'argent, c'est de la calorie en fait. C'est de l'énergie, mais qui est redirigée sous une autre forme. Et du coup, bah, c'est à vous de bien choisir comment est-ce que vous la répartissez, cette énergie. Donc si vous n'êtes pas élitiste avec vous-même, et que vous restez dans des biais, ou que vous restez dans des dénis ou quoi, eh bien, vous allez avoir des problèmes à long terme. Voilà. Et c'est pas parce que ça marche à court terme que c'est bon à long terme. Il y a plein de gens qui pensent que parce qu'ils ont réussi à court terme, ils ont tout compris au jeu. Non. C'est pas parce que vous devenez millionnaire sur un coup de hasard que vous avez compris en fait. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas que c'est pas parce qu'ils ont réussi par un coup de chance que eux ils ont compris entre guillemets le jeu en fait. Et il y en aura toujours qui feront ça. Voilà, celui qui a mis 1000 balles sur Shiba Inu et qui est devenu quasiment milliardaire. Bon, écoutez, c'est un accident positif de richesse. C'est le terme, hein. Mais il n'a pas forcément compris, voilà. D'ailleurs, si ça se trouve, le gars qui était un prolo la veille et qui demain se retrouve avec 500 millions sur son compte, s'il a réussi à vendre, je sais pas s'il arrivera à garder ses 500 millions longtemps. Voilà. Bon, je pense qu'il va, s'il a un minimum intelligent et qu'il en garde quand même une petite dizaine de côté, je pense qu'il peut vivre sereinement. Hein. Mais c'est pas du tout certain qu'il arrive à garder cet argent pour le long terme, parce que tout simplement pour arriver dans un état de mindset qui vous amène à comprendre ce que vous faites, etc. Bah, il faut avoir fait le chemin en fait. On dit souvent ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est le chemin pour y arriver. Bon, après, vous savez, les femmes, elles regardent qui c'est qui a gagné à la fin. Bon, ok. Mais vous, de votre côté, vous devez vous concentrer sur le chemin à parcourir. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous permettre eh bien d'arriver au bon endroit. Voilà. Bon, vous pouvez avoir de la chance et jouer un ticket de loto et gagner, mais je pense qu'il faut se concentrer beaucoup sur le chemin à parcourir. Et c'est de cette façon-là que vous allez être le plus à même à avoir plus de chances de réussite. Ne pas se concentrer sur le résultat, surtout quand on est dans un bear market et que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'argent à se faire. Hein. On l'a vu sur le Total 2, Total 3, il n'y a pas d'argent qui rentre. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, je l'espère. C'est pas vraiment pour gagner de l'argent. Moi, je trade avec un petit compte. Hein. Je trade avec le compte de la compète. Hein. Je suis parti de 500. J'étais monté à 1000 d'ailleurs. Je suis redescendu à 800, mais bon, on s'en fout. Bah, en fait, ce qui compte, c'est pas que je fasse de l'argent avec ce compte. C'est vraiment de continuer à peaufiner ma méthode tous les jours. Et le jour où on sera dans un bull market, eh bien, mon état d'esprit
il sera déjà prêt en fait. C'est-à-dire que le jour où je me dis, ok, là, on est dans quelque chose que je connais, j'ai déjà vu ces situations plusieurs fois, je les ai déjà étudiées, je sais ce que j'ai à faire, et déjà même là, je peux vous dire, ce sera pas facile. Parce que quand on est dans un bull market, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas idée de quel point c'est fatigant en fait, le bull market. Enfin, voir des coins qui font 2000% tous les jours, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais pendant plus d'un an, quoi. Pendant plus d'un an, tout fait n'importe quoi, en fait. Et à chaque fois, on se dit, ah ouais, peut-être que j'aurais pu être là. Ah non, j'ai raté celui-là. Ou alors j'achète n'importe quoi, ça monte, etc. Mais ceux qui tradent activement le bull market, je peux vous dire, à la fin de l'année, ils en peuvent plus. Ils sont presque là à supplier que ça s'arrête parce qu'ils sont trop épuisés, en fait. Pendant un an et demi, les gens étaient à fond, quoi. Ils n'ont jamais fait de pause et ils étaient toujours à fond, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui voilà, ils avaient pris 3 trades gagnants et se sont dit, bon, bah, c'est bon, j'arrête mon boulot, je plaque tout et puis je finis trader à Dubaï, quoi. Bon, sauf que, bon, bizarrement, ceux-là, après le bear market, il n'y en a plus un seul, quoi. Ils ont même tout rendu, ils ont même pas fait d'argent, quoi. Il y en a qui ont même fini endettés, quoi. J'ai vu des gens dans les bull market qui faisaient les malins et après. Alors, sur les cryptos, on se fait liquider, mais sur les actifs actions, on se fait pas liquider. Et si on a une dette, eh ben, on doit payer la dette. J'ai vu des gens qui devaient rembourser 500 000 euros, quoi. Sauf que bah, c'est des gens normaux, quoi. C'est pas des gens qui gagnent 50 000. Ils ont fait des mauvais trades et ils se sont fait lessiver, quoi. Voilà, 500 000 euros, je peux vous dire, ils étaient pas très bien. Hein. Ils ont dû demander à des amis de l'argent, ils ont vendu leur maison, enfin. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous pensez que là, vous êtes prêt déjà maintenant, bah, je peux vous dire que déjà pendant le bull market, vous ne le serez pas en fait. Parce que, en plus de toute la technique, vous n'êtes pas prêt aux émotions liées au bear market, au bull market. Le bull market, c'est extrêmement fatigant. Et si jamais on passe de 1000 euros à 10 000 sur son compte, il y en a plus d'un qui se sent plus pissé, quoi. Voilà, littéralement. Hein. Donc, à un moment, la gestion des émotions, c'est le plus dur en trading. Donc, on peut faire beaucoup d'argent, mais est-ce que quand on fait beaucoup d'argent, est-ce qu'après on va pas tomber amoureux d'un coin? Parce que là, bon, il n'y a pas vraiment de raison d'être amoureux d'un coin. Le truc, au max, il fait 200%, quoi. Si votre coin, il vous fait passer de 1000 euros à 20 000, il y en a plein qui n'osent pas le vendre, tout simplement parce que c'est devenu leur pote, en fait, le coin. Enfin, et pourtant, ça n'a pas de sens. Hein. Enfin, c'est un protocole, c'est un algorithme. Mais pourtant, voilà, ils ont de l'affection pour le coin, etc. Ils veulent pas le voir tomber. Enfin, il y a plein d'émotions qui commencent à rentrer en jeu. Et là, ça devient extrêmement compliqué, on va dire, de gérer tout ça. Voilà. Et donc voilà, déjà, bah, concentrez-vous à fond pour faire la technique. Parce que si ceux qui arrivent en bull market, le jour du bull market, généralement ils arrivent sur la fin en plus. Hein. Ils ont quand même le temps de jouer un petit peu, puisque c'est les vagues euphoriques qui explosent de partout, surtout sur les altcoins, etc. Ils peuvent faire de l'argent, hein, mais bon, je pense que la plupart du temps, les gens qui arrivent à ce moment-là sont perdants. Hein. Mais même, admettons, ils ont fait de l'argent, eh bien, ils vont pas être capables d'avoir le mindset, etc. C'est ceux qui arrivent dans les phases de dernier moment, ils n'ont pas le temps de faire de technique, en fait. Ils passent directement au stade trading émotionnel, etc. Sauf que nous, c'est ce qu'on veut éviter, en fait. On veut essayer de faire du trading un peu plus technique. Je dis pas qu'on peut pas utiliser les émotions, mais il faut faire un trading beaucoup plus technique. Il faut qu'on sache au moins ce qu'on fait, où on en est, pourquoi on achète là, pourquoi on voit là, qu'est-ce qui se passe. C'est pas non plus extrêmement compliqué, hein. Il suffit de regarder la price action. En vrai, la price action, franchement, on peut le comprendre ça en 2 jours. Hein. C'est pas compliqué, quoi. La réalité, c'est que la maîtriser, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et c'est quand il vient, eh bien, tout simplement, les pièges, comme les swing fail patterns, qui est le plus gros piège de la price action. Bah, là, c'est là que c'est beaucoup plus dur de tenir, surtout en live, en fait. Quand on voit un creux cassé extrêmement fort, puis bah, juste après, il est ravalé, bon, bah, tant pis, on a vendu en bas. Enfin bon. Et donc, du coup, faut être capable de maîtriser les émotions. Et si vous n'êtes pas capable de maîtriser, les émotions, et 2, la technique actuellement, alors que en réalité, là, tout de suite, là, vous avez aucune raison d'avoir un problème d'émotion. Si vous avez un problème d'émotion sur des coins qui font 20%, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans les bull run, on parle de 2000%.
Enfin, on a vu sur le coin que je vous ai montré, des 2000%, ça arrive. Voilà, il y a des coins depuis le bottom, ils ont fait 50 000%. On parle de ça en fait. Donc là, les 20% qui est à côté, c'est une blague. Voilà. Même les 100% sur Bitcoin, c'est une blague. Voilà. Le Bitcoin, en moyenne, il fait x10. Je sais pas s'il fera x10, mais x10, x15, x20, c'est ça qu'il fait depuis le bottom en général. Donc là, on est à x1, enfin x2, pardon. C'est pas ça qu'on cherche. Voilà. Sur les cryptos, sur les actifs, c'est pas ça qu'on cherche. Voilà. Faut pas l'oublier, quoi. Donc, il faut absolument que vous continuiez d'être là, de travailler votre technique, parce que le jour où les émotions arriveront, si vous avez déjà tradé depuis de nombreuses années, bah, vous avez déjà une expérience sur les émotions. Mais déjà, les émotions, quand vous avez la technique, ce ne sont pas les mêmes que si jamais eh bien, vous avez juste fait un bull run en mode émotionnel, puisque là, vous n'allez pas avoir les mêmes émotions. Enfin, voilà. Ça devient beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ce que beaucoup pensent que de trader un bull run. Voilà. Parce que ça peut vous rendre fou, et ça en rend fou beaucoup. Voilà. C'est la réalité. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que c'était assez important d'en parler. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez 2-3 questions, allez-y. Et on va quand même lire le petit slide de notre ami Orange Starter. Donc voilà, en conclusion, il faut absolument que vous preniez toute la responsabilité sur vos trades, voilà, sur tout ce que vous faites dans la vie. Voilà. C'est toujours compliqué, hein, si quelqu'un vous accuse alors que c'est lui qui est fautif ou quoi. Bon, mais essayez quand même de partir du principe que, ok, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux? Si un ami vous trahit, est-ce que j'ai bien fait de choisir cet ami? Est-ce que je peux pas améliorer mon processus pour choisir les amis? Voilà. C'est ça, un peu être élitiste avec soi-même. Alors, je dis pas qu'il faut larguer tous ses potes, hein, mais c'est une réflexion à se faire, quoi. Des fois, la vie, c'est fait de choix, et ceux qui font pas de choix, c'est la vie qui choisit pour eux, en fait. Et généralement, à part un coup de chance, généralement, ça finit pas très bien. C'est là qu'il faut avoir la volonté de choisir ses propres actions, quoi. Du coup, ça tourne un petit peu au développement personnel, hein, tout ça, mais ça en fait un peu partie. Je pense que, de toute façon, le trading est un petit peu lié avec le développement personnel, en fait. Je pense que le niveau de mindset et le niveau de votre capital en trading, il doit être assez proche. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un fort mindset, même avec une stratégie pourrie avec des moyennes mobiles, je suis sûr qu'il peut gagner plus d'argent que un mec super technique mais qui a aucun mindset. Voilà. La probabilité que le super technique avec aucun mindset se fasse complètement rect, elle est énorme. Il suffit que le mec fasse 2 trades avec tout son capital en x50 et qu'il se fasse liquider et le mec il a plus d'argent. Voilà. Ça faut pas l'oublier. Si vous pensez que ça n'est jamais arrivé, en bull run, des gens qui voient 2000%, qui le ratent, qui se font SL juste au top et puis après qui ragent et qui envoient tout leur capital en short et qui se font le short squeeze. Enfin, il y a plein d'histoires de dingue comme ça. Je peux vous assurer, moi, j'ai fait le bull market. J'étais pas mal sur les réseaux à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore vraiment les groupes comme ça sur Captain Trading. Mais je répondais sur des groupes sur Facebook. J'en ai vu un paquet des gens qui ont fait des dingueries. Hein. J'ai vu des mecs dans des pays d'Afrique, limite, qui avaient vendu leurs vaches pour aller acheter des shitcoins PanterSwap. Enfin, bref, c'est... c'est fou, quoi. Le mec, il avait une prime étudiant. Enfin, il avait pris un prêt étudiant en Afrique, quoi. Enfin, je sais pas à quel point c'est facile d'accès, mais à mon avis, c'est pas facile d'accès. Il a tout gamble sur des shitcoins sur la BSC, quoi. Enfin, voilà, ne soyez pas ces gens-là, quoi. Ça peut aller très vite de perdre le mindset. Voilà. D'être aveuglé par l'argent, par tout ça, mais faut être prêt à tout ça, mais vous ne le serez jamais prêt, en fait. Donc, le seul moyen d'être un minimum prêt, c'est au moins d'être prêt sur la technique. Et si vous pouvez essayer d'améliorer un petit peu votre gestion émotionnelle, quoi, être un peu moins impacté par les événements, etc. C'est toujours facile à dire, hein, mais la gestion des émotions, malheureusement, c'est pas technique. Hein, enfin, ça peut s'améliorer avec la technique, mais c'est compliqué.
C'est ça qui vous posera le plus de problèmes. Bon, on va lire la petite slide de Range. Alors, les 7 principes du mindset de Range Starter. Est-ce que tu veux les lire, Range, en live? Ah ben non, je vais les lire parce on n'entend pas très bien ta voix, mec. Désolé. Ah, ok, ok. Ah. Attends, je vais répéter parce que malheureusement on t'entend pas dans mes replays, désolé. Ouais, ça vient de Mark Douglas, trader dans la zone. Donc, 7 principes. 1. J'identifie objectivement mes avantages. Et oui, il faut toujours rentrer avec avantage, sinon il ne faut pas rentrer. Je prédéfinis le risque à chaque opération. Gestion du risque. J'accepte complètement le risque et je suis prêt à renoncer à faire une opération. Hein Bon, ok. J'agis sur mes avantages sans réserve ou hésitation. Et oui, ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Voilà. Je me rémunère en fonction de ce que le marché m'offre. Et oui, souvent, ça aussi, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse quand on place un trade, c'est de placer notre stop loss. Voilà. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Un stop loss, un TP, etc. Mais moi, c'est plutôt l'approche que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire que je vais mettre mon stop loss, je sais combien je perds, mais derrière, je laisse le marché m'offrir. C'est-à-dire que je vais moins me poser de questions sur où est-ce que je mets mon TP. C'est-à-dire que, bon, je dis pas que je vais pas avoir des TP de sécurité, mais le but sur mes trades, c'est de gagner plutôt gros. Alors, je le fais moins en ce moment tant que le marché est horrible, mais je vais vraiment laisser le marché eh bien m'apporter les TP. En fait, c'est lui qui offre et on ne demande pas au marché d'offrir en fait. C'est le marché qui offre. Voilà. Et si on attend quelque chose du marché, eh bien ça peut vous biaiser ou ça peut mal tourner parce que plus on va attendre un scénario et moins ça va bien se passer. C'est bête, hein. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je sais pas si vous allez dans un bar et que vous voulez, je sais pas, être bourré, plus vous allez vouloir absolument être bourré, et moins ça va marcher, quoi. Pourquoi? Parce que le mindset marche que plus on attend quelque chose avec obsession, et moins il arrive. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la psychologie. Et donc, si on attend forcément quelque chose du marché, il y a beaucoup moins de chances qu'il arrive. Vaut mieux attendre qu'il offre. En plus, ça va vous apporter un meilleur mindset de cette façon, d'être un peu plus détaché. Je contrôle continuellement ma prédisposition à faire des erreurs. Donc voilà, ça revient un petit peu au fait de se remettre en question. Je comprends l'absolue nécessité de ces principes du succès régulier et je ne les transgresse jamais. Donc je pense qu'il veut parler de faire des petits pas pour évoluer. Je pense. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Sinon, je pense que voilà, c'était un live qui a duré 1 heure, mais qui était quand même assez concis. Je pense que j'ai pas trop fait de paraphrase. C'est droit au but. Ça va, je me suis pas trop redoublé de mardi, mais bon, un petit peu quand même sur certaines choses, mais j'ai raconté d'autres choses au final. Bah écoutez les gars, si vous avez pas de questions, je pense qu'on arrive sur la fin.